Le 7 octobre, à 7h30 du matin, je dormais avec ma petite fille. On a été réveillés par l'alerte à la roquette. On n'a pas dit un mot, on s'est pas parlé, mécaniquement, on s'est levés toutes les deux, on est descendu dans le noir au premier étage pour se mettre à l'abri. On a 1 minute 30 pour ça à Tel Aviv. À partir de cette minute-là, toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, jusqu'à aujourd'hui, ça a été une lente dégringolade dans le chaos, dans la violence, dans le sang, dans l'effroi, dans la douleur, dans les enterrements, dans les hôpitaux, dans la solidarité, dans les mutilations, dans les viols. Voilà, ça a été fou. Et donc, je n'ai pas pu faire autrement de l'écrire parce que ma santé mentale commençait vraiment à, voilà, et c'est pour me débarrasser presque de ce que j'ai vu, de ce que j'ai couvert. Il a fallu que j'écrive ce livre. J'ai écrit l'exode à l'aéroport, la joie des Israéliens qui arrivent à l'aéroport pour défendre le pays pendant que d'autres s'en vont. J'ai décrit les enterrements, j'ai décrit la douleur des familles, le cri des familles, la mobilisation des familles, et je pouvais pas faire autrement que d'écrire dans ce livre. Ramener les otages à la maison, ça devait être la priorité numéro 1 du gouvernement et du cabinet de guerre. Ça ne l'a pas été. Le premier objectif du Premier ministre, c'était d'assurer la sécurité. Le deuxième, c'était d'éliminer tous les terroristes du Hamas, un à un, et il y a encore des targets, des cibles qui sont sur leur tête. Et la troisième, c'était de ramener les otages à la maison. À partir du 4e jour après l'attaque, il y a un type, un agriculteur du sud du pays qui est venu, qui s'est installé devant le cabinet, la Kyria, le centre de commandement de Tel Aviv, qui a mis sa chaise et qui a dit, moi, tant qu'on me ramène pas ma femme et mes 3 enfants, je ne bouge pas. Ils ont été capturés comme des animaux à Kfar Aza. En quelques secondes, un mouvement s'est créé autour de ce monsieur, et vraiment, mais ça s'est fait très rapidement, et il y a eu des centaines et des milliers de gens. Et ça, cette mobilisation de la société civile a fait bouger un petit peu les lignes du Premier ministre et du cabinet de guerre, et la libération des otages s'est imposée comme une priorité, peut-être pas la première, mais comme la deuxième priorité. Maintenant, il y a une espèce d'injonction contradictoire, c'est-à-dire que pour libérer les otages, il faut négocier. Je rappelle qu'il y en a eu 251 qui ont été attrapés, capturés comme des bestiaux, parfois dans une soirée pour danser, chasser comme des bêtes, parfois chez eux, dans leur maison. Ces 251 personnes, il y en a certaines qui ont été libérées, d'autres qui ont été libérées par un accord, d'autres qui ont été libérés par l'armée, d'autres qui ont été tués. Il y en a encore qui restent dans les tunnels, notamment un petit garçon, un petit rouquin qui a 5 ans maintenant, qui a fêté ses 5 ans dans un tunnel. Il s'appelle Kfir Bibas. Il faut pas l'oublier. À chaque fois que vous regarderez une poussette dans la rue, il faut penser que ce petit garçon, il est dans un tunnel. Je lui souhaite d'être vivant, lui, sa maman et son autre frère. Voilà. Donc, il y a aussi des corps d'otages, il y a aussi des morceaux de corps d'otages. Voilà. Donc, cette mobilisation des otages, elle est importante. Cette douleur, elle est importante, mais pour libérer les otages, il faut négocier, ou peut-être il faut passer un accord, et là, jusqu'à aujourd'hui, cet accord, il n'est pas possible. Je ne sais pas. Je ne sais pas. L'histoire de ce pays, c'est une histoire de menace permanente, de délégitimisation permanente, et en même temps de vie, de survie, de défense. C'est un pays qui est très fort, qui est né sur le papier en 48, et c'est ce que je dis dans mon livre. Il a peut-être 4000 ans, il en a peut-être que 76 depuis la date de sa création. Voilà, c'est un pays qui est en permanence dans cette contradiction qui est vivre, survivre, être un pays normal, un pays comme les autres, mais ce n'est pas un pays comme les autres. Dans le livre, je raconte justement, grâce à la culture, parce que moi, c'est comme ça que j'ai découvert ce pays, ses cinémas, ses films, ses scénarios, son histoire, sa littérature. C'est chaotique, c'est luxuriant, c'est fou, c'est drôle, c'est pathétique, et en même temps, c'est de la vie pure. Il suffit de se promener à Tel Aviv un jeudi soir et vous allez voir les centres commerciaux avec des pères, avec des mitraillettes qui vont faire des courses avec leurs enfants, des femmes voilées bien évidemment, des obèses, des maigres, des gays, des musulmans, des chrétiens, des druzes, des bédouins. C'est une société dingue, c'est une société vivante, c'est une société inclusive, et c'est une société très forte, et ça, on ne pourra jamais l'éliminer.